Nous recevons sur notre plateau ce soir le député de la première circonscription de la Nouvelle-Calédonie. Bonsoir Nicolas Mesdorf. Bonsoir. Quelle est votre réaction concernant cette nouvelle agression d'un automobiliste sur la RP1 ? Ça veut simplement dire qu'on ne peut pas faire confiance aux autorités sur place, aux autorités coutumières et à la jeunesse délinquante. Parce que j'ai vu ces dernières semaines fleurir un bon nombre de communiqués qui dénonçaient la présence de gendarmes, qui dénonçaient l'action de l'État à Saint-Louis. Mais finalement, ça sert à quoi de le dénoncer si on n'est pas capable de maintenir sa jeunesse? Et donc il faut que l'État poursuive ce qu'il fait à Saint-Louis. Et je suis très heureux de voir qu'il y aura des escortes maintenant du GIGN, ce qui m'a été confirmé par le Haut-Serre ce matin. Avant de continuer notre entretien, Nicolas Mesdorf, retour sur l'événement de cette semaine, la déclaration de politique générale du Premier ministre devant le Parlement. Discours au terme duquel les premières tensions sont apparues. L'arrivée de Michel Barnier à Matignon risque de rebattre les cartes du dialogue en Nouvelle-Calédonie. Valentin de Leforterie. Au milieu d'une heure et demie de discours ce mardi, quelques secondes retiennent particulièrement l'attention des Calédoniens. Le projet de loi constitutionnelle sur le dégel du corps électoral, adopté en mai dernier par les assemblées parlementaires, ne sera pas soumis au Congrès. L'annonce met un terme à 4 mois de flottement sur le sujet, quitte à provoquer la consternation des loyalistes. La décision de ne pas poursuivre le débat législatif est un renoncement coupable de la part du gouvernement Barnier, qui cède face à ceux qui ont organisé la violence tout en méprisant les droits fondamentaux des Calédoniens exclus du corps électoral. Critique réitérée le lendemain par Nicolas Mesdorf lors de la séance de questions au gouvernement. Les Calédoniens se sont sentis humiliés parce que vous les avez abandonnés en abandonnant le dégel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie. Pas de réponse de la part de Michel Barnier, qui laisse son ministre des Outre-mer intervenir avant de prendre la parole, cette fois-ci pour répondre à Emmanuel Tjibaou. Nous prendrons aussi le temps de retravailler la question du corps électoral. C'est ce temps-là que je voudrais qu'on utilise ensemble pour retrouver le chemin de l'apaisement et d'une solution institutionnelle, politique en Nouvelle-Calédonie. Ce qu'on commence à voir, c'est que Michel Barnier commence à choisir son camp. Voilà, il commence à choisir son camp. Les relations entre les loyalistes et le nouveau gouvernement vont-elles se refroidir? Hypothèse probable, alors que le camp macroniste n'a plus la main mise sur Matignon. On n'a pas le même dédain, on va dire ça, pour les considérations, ou en tout cas le projet porté par les indépendantistes. C'est le signe qu'on prend en considération les parties prenantes. Une méthode différente, avec l'objectif de trouver une solution consensuelle. Car si le projet de loi constitutionnelle est enterré, Michel Barnier souligne aussi que l'élargissement du corps électoral reste de mise pour les prochaines élections. Nicolas Mesdorf, lorsque l'on écoute attentivement finalement le discours de politique générale du Premier ministre, il n'a jamais été question d'abandonner la question du dégel du corps électoral, mais uniquement d'annuler le congrès de Versailles. Vous parlez de rétropédalage du Premier ministre le 2 octobre devant les sénateurs. Cette intervention, la vôtre, donc, a été perçue par certains comme agressive. Quelle est votre réponse ? Moi, je ne suis pas agressif, je dis les choses. Si le Premier ministre a confirmé que le dégel ne serait pas abandonné, c'est parce que je suis intervenu. Moi, je suis là pour rappeler les valeurs fondamentales qui font les convictions des non-indépendantistes. Une Calédonie française, démocratique, qui respecte le résultat des référendums et qui offre le droit de vote à tous ceux qui viennent construire la Nouvelle-Calédonie. Et j'ai été particulièrement choqué, lors de sa première intervention, que Michel Barnier parle d'abandon du congrès de Versailles, sans dire derrière qu'il fallait travailler à un élargissement du corps électoral quand même, parce que c'était une obligation politique et juridique. Est-ce que vous ne pensez pas justement que c'était implicite, que c'était... Oh, vous savez, ça va mieux en le disant, parce que les mots ont un sens. Et moi, je ne ferai pas partie de ceux qui seront aveugles ou sourds face à la droite au pouvoir. Parce que on a tendance, nous les non-indépendantistes, à croire que parce que c'est la droite, ça va aller bien. Mais je me rappelle de 2007, c'est la droite qui a gelé le corps électoral. Et à l'époque, je n'avais pas beaucoup entendu les parlementaires. Donc moi, je ne serai pas quelqu'un d'inactif et je ne serai pas quelqu'un qui ne portera pas la voix des Calédoniens. Et donc je voulais que Michel Barnier confirme que même s'il abandonnait le dégel du corps électoral à Versailles,
qu'il n'abandonnait pas l'objectif politique de réintégrer des Calédoniens dans le corps électoral en Nouvelle-Calédonie, qui sont exclus aujourd'hui. Et c'est ce qu'il a corrigé. Vous souhaitiez voter, Nicolas Messerf, une motion de censure, finalement, contre le gouvernement Barnier. Finalement, vous avez fait volte-face. Estimez-vous... Volte-face. Vous n'êtes pas allé jusqu'au bout, finalement, de cette motion de censure. Attendez, j'allais voter la motion de censure si Michel Barnier ne rectifiait pas son message. Je rappelle que lors de son premier discours, il dit... Juste, on abandonne le dégel du corps électoral. Je fais mon intervention, j'interviens à l'Élysée, à Matignon, auprès de tous les ministres auxquels il fallait intervenir. Il modifie son discours. À partir du moment où il modifie son discours, je n'ai plus à voter la motion de censure. Et je rappelle d'ailleurs que c'est une des premières fois de l'histoire de France et de la République qu'un discours de politique générale n'est pas le même entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais... Voilà, certains quand même considèrent que c'était quelque chose de toute façon qui était prévu de la part du Premier ministre, sans forcément le dire. Oui, on aura compris votre position. Donc, vous estimez aussi, je vous cite, que Michel Barnier commence à choisir son camp. De quel camp s'agit-il selon vous ? Du camp indépendantiste, parce que moi j'ai été marqué par deux choses. Le fait que lors de sa première déclaration, au-delà du dégel du corps électoral, il ne parlait pas des Calédoniens qui ont été victimes des émeutes. Il ne parlait pas des dizaines de milliers de Calédoniens qui ont perdu leur emploi, qui ont perdu en pouvoir d'achat, qui ont peur, qui ont perdu leur voiture, qui ont perdu leur entreprise, qui sont partis. Il n'a pas parlé des victimes. Il a donné un gage à ceux qui avaient cassé et ceux qui avaient brûlé. Ça m'a particulièrement choqué. Et quand j'interviens le lendemain, il répond à M. Tjibaou. Alors, on m'a expliqué ensuite que c'est parce que la première réponse du ministre des Outre-mer ne l'avait pas satisfaite à mon égard et qu'il ne devait pas répondre à M. Tjibaou ensuite, mais vu la réponse du ministre de l'Outre-mer, il a voulu intervenir sur la Nouvelle-Calédonie. C'est l'excuse qu'il m'a donnée, puisqu'il m'a appelé ensuite pour s'excuser. Est-ce que vous ne pensez pas finalement que ce sont des choses anecdotiques au niveau des débats profonds de la Calédonie ? Il n'y a rien d'anecdotique à ce niveau-là. Vous savez, le débat sur la Nouvelle-Calédonie s'est resitué à Paris. Le débat politique sur la Nouvelle-Calédonie, il est à Paris. Et on a aujourd'hui des arrivants, avec Michel Barnier et son gouvernement, qui découvrent le dossier calédonien. Et il est important de leur rappeler les subtilités et l'importance des convictions de chacun. Ce n'est pas anecdotique parce que ça va dépendre de la direction que va prendre Michel Barnier dans sa gestion du dossier. Maintenant, moi, je considère que les choses sont désormais closes, que chacun a dit ce qu'il avait à dire et qu'on va pouvoir désormais avancer. Alors, vous siégez dans les rangs d'Ensemble pour la République, le groupe du parti présidentiel. Vous aviez évoqué en juillet et août dernier la possibilité de rejoindre le groupe Éric Ciotti, LR soutenant le RN aux législatives. J'ai jamais dit ça. Ah, c'est ce qu'on a retrouvé justement dans nos archives. Non, quelle est votre position aujourd'hui ? Alors, jamais vous me retrouverez en train de dire que j'allais rejoindre Éric Ciotti ou le RN. Jamais. J'ai dit que je pourrais siéger dans un groupe de droite. Aujourd'hui, heureusement que je suis dans la majorité présidentielle, dans Ensemble pour la République, compte tenu du positionnement de Michel Barnier sur la Nouvelle-Calédonie. Je rappelle que quand Michel Barnier a répondu à M. Tjibaou, l'ensemble du groupe EPR, donc de la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron, s'est levé et a quitté la salle parce qu'il considérait que c'était un affront qui avait été fait. Or, aujourd'hui, ce groupe, c'est 100 personnes et c'est le plus gros groupe de la majorité actuelle dont dispose Michel Barnier. Ayant un vrai poids, moi, aujourd'hui, dans ce groupe, ça oblige Michel Barnier à écouter ce qu'on a à dire. Donc pas de changement de ligne de votre part ? Pas de changement. Pour revenir sur la délégation transpartisane donc en déplacement à Paris, pouvez-vous nous expliquer pourquoi le groupe Les Loyalistes n'a pas rejoint cette délégation ? Je trouve qu'à une de ces premières, vous dites toujours les Loyalistes, vous oubliez toujours de parler du Palika qui est absent de cette délégation. Est-ce que justement c'est pas pour ça que les Loyalistes n'étaient pas présents ? J'ai regardé sur votre site internet, à chaque fois vous dites les seuls absents de cette délégation, c'est les Loyalistes. Vous ne mentionnez jamais le Palika. Est-ce que justement ce n'est pas lié ? Bien sûr que c'est lié. Et d'ailleurs, on ne s'en cache pas. Moi, je vais vous dire, je ne sers pas de marchepied à la CCAT à Paris. Parce qu'à Paris, il n'y a pas les indépendantistes modérés. Il y a ceux qui ont créé et financé la CCAT. Et il y a deux parlementaires, M. Tjibaou et M. Khoury, qui sont allés à l'AG de la CCAT et qui ont élu Christian Théin à la tête du FLNKS avec l'absence des partis modérés. Donc moi, je ne vais pas servir à ouvrir les portes à Paris pour que ceux qui ont détruit la Nouvelle-Calédonie demandent de l'argent à un État dont ils veulent devenir indépendants pour réparer ce qu'ils ont cassé. Ça serait quand même incohérent. Donc moi, j'attends que le président Mapou finalise avec les membres du gouvernement son plan S2R, et puis on travaillera ensemble. Et d'ailleurs, je rappelle que les seules annonces concrètes qui ont été annoncées lors de cette séquence à Paris, c'est des annonces qui ont été faites à Sonia Backès et moi. On est d'accord, ce sont toujours des auteurs présumés.
concernant les commanditaires. Là, on ne peut pas faire d'affirmation. Oui, présumé, oui. Tout le monde sait, oui. Sans présumer. Concernant justement la rencontre qui doit être organisée entre les élus locaux et le président de la République en novembre prochain, y participerez-vous? Ah ben évidemment, mais enfin, pardon, mais aucun non-indépendantiste, aucun loyaliste n'a fait la politique de la chaise vide ces 3 dernières années. Aucun. Donc nous, on sera à tous les rendez-vous de discussion, de dialogue, d'échange pour reconstruire la Nouvelle-Calédonie. Ça, vous pourrez compter sur nous. Quelle est votre position sur un accord global? Toujours la même. Vous savez, nous, on a toujours été pour un accord global. Tant mieux si on y arrive. On mettra encore une fois toute notre énergie à y parvenir. Je rappelle qu'on y était presque lorsque les émeutes ont éclaté. On était presque arrivé à un accord global avant le congrès de Versailles, d'ailleurs. Donc peut-être, si les indépendantistes sont d'accord, on pourra repartir sur ces bases-là. Nous, ça nous va. Donc on peut se servir du travail qui a déjà été fait pour continuer. Au contraire. Nicolas Mazerf, une mission interministérielle des Outre-mer doit se tenir au cours du premier trimestre 2025. Qu'en pensez-vous? C'est bien. C'est bien. De toute façon, ils nous ont consulté sur comment entreprendre le dossier. Donc c'était important que le dossier calédonien soit piloté, on va dire, par quelqu'un qui réunisse l'ensemble des ministères à Paris, parce que ça touche le budget à Bercy, ça touche l'intérieur avec la sécurité à Saint-Louis, on l'a vu, ça touche bien évidemment les Outre-mer, ça touche Matignon. Donc c'est vrai qu'il faut quelqu'un qui puisse coordonner le tout. C'est très bien qu'il y ait une délégation qui vienne de Yaël Braun-Pivet et de Gérard Larcher aussi, parce qu'ils connaissent le dossier également. Donc on voit que à partir de novembre, finalement, les choses vont s'enclencher pour une nouvelle dynamique pour trouver un accord global. Très rapidement, avant de passer aux questions donc de nos internautes, attendez-vous un soutien international dans le dossier calédonien? Évidemment. Lequel? De toutes les démocraties, c'est-à-dire qu'on voit que les indépendantistes, depuis plusieurs dizaines d'années, ont tissé des liens à l'international. Et puis ça avait daté des événements, déjà avec la Libye à l'époque, aujourd'hui avec l'Azerbaïdjan, donc c'est à chaque fois des dictatures. Nous, on représente la démocratie, on représente le monde libre. Et donc, je crois que c'est important pour nous d'aller chercher au-delà de l'État français. C'est-à-dire Israël, par exemple? Israël, très bien, qui est une démocratie, je rappelle, qui est la seule démocratie du Moyen-Orient, mais pas que. Hein. On le rappelle aussi, Israël qui vend des armes à l'Azerbaïdjan. D'accord, mais si vous voulez, l'idée aujourd'hui, je ne crois pas qu'Israël vende des armes à l'Azerbaïdjan puisqu'ils sont en guerre contre tout le Moyen-Orient. Justement, Emmanuel Macron aussi a annoncé la fin des ventes d'armes à Israël. Oui. Donc c'est vraiment une position qui est paradoxale de votre part. Non, parce que Emmanuel Macron a aussi rappelé que Israël était un allié de la France et que c'était une démocratie. Vous savez, on peut être en désaccord avec la politique de Benjamin Netanyahou parce qu'il y a des opposants en Israël. Il peut demain avoir une élection et avoir quelqu'un qui soit élu de gauche qui veuille la paix. Nous, ce qui compte chez les non-indépendantistes, je vois que vous cherchez la polémique, mais vous allez quand même écouter ma réponse, c'est que on soit défendu par les démocraties dans le monde, c'est-à-dire Israël, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Europe, les États-Unis, l'Angleterre, tous les pays qui respectent le fait qu'il y a un suffrage universel, qu'on doit être traité de manière égale, quelle que soit notre couleur de peau. Finalement, le projet politique des démocraties dans le monde, où qu'elles soient situées. Et c'est ça, nous, ce qu'on va aller chercher à l'international aujourd'hui. Merci beaucoup, Nicolas Mazerf, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, excusez-moi, je vous passe à la question Facebook de nos internautes. Les parlementaires indépendantistes ont-ils répondu à votre courrier concernant l'élection de Christian Théin à la tête du FLNKS? Non, ils ne m'ont pas répondu. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci. Bonne soirée.